Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre JTM. À la une de ce journal, les réactions se multiplient au lendemain des annonces du Premier ministre Édouard Philippe. Ce matin, nous recevions sur notre plateau la maire de Sada et le conseiller départemental de Pamandzi. Anchia Bamana et Daniel Zaïdani ont donné leurs sentiments sur les contours du plan stratégique pour Mayotte. Non conviés à la réunion point d'étape, ils portent un regard très critique sur le manque de détails et sur le survol de certaines problématiques telles que le conflit avec l'Union des Comores. À moins d'un mois de la présentation par la ministre des Outre-mer du document censé changer l'avenir de Mayotte, le moins que l'on puisse dire, c'est que le scepticisme reste de rigueur. Le point dans ce sujet, signé Leslie Vimenet. À l'issue de la déclaration du Premier ministre à Matignon, les élus de Mayotte sont apparus tout sourire. Ils ont multiplié les clichés en compagnie des membres du gouvernement, comme si une grande victoire venait d'être remportée. Ce matin, la maire de Sada s'est montrée plus réservée quant aux annonces faites par Édouard Philippe. Je retiendrai surtout un renforcement des services de l'État. Quand on parle d'ARS de plein exercice, de rectorat, de Pôle emploi, c'est un renforcement des services de l'État et j'espère, et je le dis suite à la petite expérience que j'ai avec ces services, j'espère que nous aurons donc des fonctionnaires qui auront la volonté de soutenir effectivement les projets que les élus portent sur ce territoire. On l'a exprimé, je l'ai clairement exprimé avec la délégation, on ne sent pas à ce jour la volonté effectivement des services de l'État, des fonctionnaires de soutenir les projets que nous portons. Si la satisfaction n'est pas pleinement au rendez-vous pour Anchia Bamana, du côté de Daniel Zaïdani, ces annonces arrivent avec 7 ans de retard. Ça fait 7 ans que nous sommes un département. On ne peut pas, 7 ans après, nous dire tiens, on va vous mettre une ARS. Ah tiens, on va reconnaître que vous... Non, nous sommes un département de plein exercice. Nous devons avoir le droit commun, le pan du droit commun dans son entier. Il ne s'agit pas de négocier un point par-ci, un point par-là. Non, nous sommes un département et nous voulons le droit commun. Là, encore une fois, le ministre, comme je vous l'ai dit hier, il ne s'agissait pas d'une négociation. Il est arrivé nous dire vous aurez ça. Alors, on a le droit de dire oui merci ou de dire je ne suis pas satisfait. Moi, Daniel Zaïdani, je ne suis pas satisfait. Daniel Zaïdani dénonce un manque de négociation de la part de l'État. Pour remédier à cela, Anchia Bamana suggère que dès le retour de la délégation interministérielle, un travail très approfondi voit le jour. Nous devons tous être vigilants. Vigilant parce que, je le redis, il va falloir qu'on se remette autour d'une table quand la délégation reviendra pour retravailler sur le fond des dossiers. Bon, là, hier, il y a eu un cadre général, il n'y a pas eu des détails. Donc, la deuxième étape, il va falloir qu'on mette les bouchées doubles pour mettre du contenu et demander à ce qu'il y ait effectivement un calendrier, des moyens définis et puis un comité de suivi, de pilotage pour qu'on puisse, dans le temps, suivre l'effectivité des projets qui devront être mis en place. Mettre du contenu, c'est bien ce que reproche Daniel Zaïdani suite à la déclaration du Premier ministre, notamment ce qui concerne la question du conflit avec l'Union des Comores, sur lequel Édouard Philippe n'a pipé mot. Mais lorsque je vois que le Premier ministre reçoit un bon nombre d'élus mahorais, pourquoi le ministre des Affaires étrangères se sent obligé le même jour, à la même heure, de recevoir son homologue comorien? Vous avez la réponse? Ben oui, c'est pour le rassurer. Rassurer qui? Le ministre comorien. Pour le rassurer. Il dit non, t'inquiète. T'inquiète. Mais t'inquiète pas de quoi? T'inquiète pas. Pourquoi le reçoit-il le même jour à la même heure? Pourquoi? Pour le conforter sur les lance-pierres qu'on va recevoir à Mayotte. Alors que certains évoquent des annonces sans précédent, d'autres parlent encore et toujours de mesurettes. Le tout à un mois de l'annonce officielle d'un document stratégique qui n'a pas fini de faire parler de lui. Si la grève générale continue, la fin des barrages a permis une reprise de l'activité économique. Les marchandises affluent à nouveau dans les rayons des supermarchés, mais certains prédisent déjà une forte hausse des prix. Cependant, et pour la première fois depuis 1997, l'INSEE n'est pas en mesure de publier l'indice des prix pour le mois de mars 2018.
En cause les barrages, qui ont également empêché les agents de l'Institut de se rendre dans les points de vente où les prix sont relevés. En attendant la prochaine publication qui devrait tomber à la fin du mois de mai, ce matin le directeur de l'INSEE était sur notre plateau. Il a notamment évoqué cette hausse des prix promise par le syndicat des transitaires. Écoutons ses propos lors de la matinale de Kwesi. Nous, on ne veut pas rentrer dans ce débat de savoir qui dit que ça va augmenter, pas augmenter. On mesure le prix tel quel. On analyse, on voit et de manière très factuelle, on dit quels sont les postes de dépenses qui ont augmenté ou pas augmenté. Et une fois qu'on a ça, on le livre en état. Puis après, savoir s'il y a eu des impacts ou pas, comment ça s'est organisé en interne, c'est quelque chose qui ne nous regarde pas directement. Comme j'avais dit la dernière fois, la formation des prix... Sur ce point-là, parce que vous avez fait des études d'habitude de consommation, etc. etc. Tout à fait. Et ça peut avoir une incidence là-dessus. Exactement. On est en train de faire l'enquête budget de famille sur la consommation actuellement. Et ce qui est important, ce que j'avais dit la fois dernière, c'est que la formation des prix, c'est pas aussi simple que ça. La formation des prix, ça dépend évidemment du produit d'achat de vos produits, mais ça dépend aussi du marché. Si vous augmentez trop vos prix, vous pouvez perdre votre clientèle. Donc dans la détermination du prix, alors si on fait un peu d'économie, il y a des prix de concurrence et des prix de monopole, il y a plus de monopole, donc le prix est souvent aussi déterminé par la capacité du client à pouvoir acheter le produit. Et comme avec les périodes d'activité restreinte qu'on a reconnues, etc., il faut savoir quel va être le pouvoir d'achat des personnes, il n'est pas évident qu'un produit ou un prix de produit qui serait trop directement impacté par une hausse conduise à un achat de la personne. Et hier, le Premier ministre Édouard Philippe a prononcé les mots suivants. Le statut de Mayotte comme département et région d'outre-mer définit clairement les responsabilités entre l'État et les collectivités du territoire, conseil départemental comme mairie. Cela n'exclut pas bien sûr des adaptations lorsque la situation l'exige, comme le prévoit d'ailleurs l'article 73 de la Constitution et comme y réfléchissent les élus de Mayotte. Voilà de quoi relancer la polémique quant au toilettage institutionnel réclamé par certains et refusé en bloc par d'autres. Parmi ces détracteurs, on retrouve en tête le président du PRG et celui du MODEM, Kira Bakar Adakolo et Daniel Martial Henry, qui ont tenu une conférence de presse ce jour pour évoquer leurs ressentis face à une possible modification de l'article 73. Un sujet signé Abbas Alidi, Amina Ariti et Leslie Vimenet. Toilettage institutionnel, une expression qui résonne de plus en plus dans la tête des Mahorais et qui provoque chez eux tout un tas d'interrogations. De quoi s'agit-il exactement? Quels en sont les tenants et aboutissants? Alors que les questions sont nombreuses, les réponses, elles, n'ont jusque-là pas toujours été très claires. C'est donc à des fins d'éclaircissement que cette conférence a été organisée. C'est uniquement pour expliquer et de prévenir cette tendance à aller vers un toilettage institutionnel qui glisserait Mayotte dans un autre statut qu'un département d'outre-mer. En réalité, il s'agit de modifier l'appellation du statut de Mayotte, de l'appeler collectivité de Mayotte au lieu de département de Mayotte. Or, pour une majorité de Mahorais, modifier ce statut reviendrait à balayer d'un revers de main toute l'histoire de Mayotte, qui pendant des décennies a aspiré à devenir département. Et alors que la départementalisation de l'île en 2011 avait conforté la population dans l'ancrage de Mayotte dans la République, des doutes se sont depuis immiscés dans les esprits. Le gouvernement nous dit qu'il ne peut pas prendre une décision sans la proposition des élus locaux. Donc si les élus de Mayotte proposent cette transformation, bien évidemment, le gouvernement pourra prendre des dispositions allant dans ce sens. Pour le président du PRG, c'est donc à juste titre que ce toilettage institutionnel pose question, d'autant que la démarche a été initiée par le conseil départemental sans concertation avec la population, une mise à l'écart qui pour certains n'a rien de particulièrement rassurant. On se sent un peu écarté, parce que tout ça se fait un peu sous la table et on ne sait pas exactement, donc c'est pour savoir. Il y a anguille sous roche, pourquoi on ne le dit pas? Pourquoi on ne le dit pas tout haut? Et pourquoi ça se discute entre des élus, effectivement, mais les élus doivent communiquer, informer la population pour que justement il n'y ait pas trop d'ambiguïté. Pour l'heure, rien n'a été acté, mais il est sûr que les Mahorais vont désormais suivre de très près ce projet de toilettage institutionnel. Une vigilance d'autant plus renforcée eu égard aux événements récents. Autant dire que l'expression caractéristique Rahashiri n'a donc pas fini d'être scandée.
Ce samedi 21 avril, le championnat de course de pneus de Mayotte va débuter dans la commune de l'Abattoir. Cette année, 1500 enfants vont participer aux sélections qui auront également lieu à Chirongui, Bandrabois, Dembéni et Mtsangamouji. À l'issue de chaque course sélective, les 20 premières filles et les 20 premiers garçons gagneront leur place pour la grande finale de Mamoudzou qui se déroulera le samedi 30 juin 2018. Nouveauté cette saison, le critère de sélection n'est plus lié à la taille mais à l'âge. Au fil des années, l'événement se structure et prend davantage de place. La plus belle course du monde fait ainsi parler de Mayotte à l'échelle internationale. Écoutons Laurent Mounier qui organise l'événement depuis plus de 10 ans au micro de Patrick Mia. La course de pneus, c'est l'image de Mayotte, effectivement. Et on a besoin d'images. Et on le voit de plus en plus parce que c'est quelque chose qui est mahorais, qui appartient aux Mahorais, qui a qu'à Mayotte. Ouais. Et je le vois maintenant, ça fait 10 ans que j'organise la grande course de Mamoudzou. Et quand malheureusement on a dû, il y a 2 ans, arrêter la course, il y avait des personnes qui m'interpellaient, notamment sur la barge, etc., qui me disaient il faut pas lâcher, il faut continuer, il faut continuer. Ouais. Et c'est vrai. Et t'as continué. Et j'ai continué. Ben, il faut continuer parce que quand on voit tous ces enfants qui courent, quand on voit tous ces parents, et puis là, pour les championnats de Mayotte, il y a aussi le travail dans les communes qui est fait. Il faut pas sous-estimer ce travail dans les communes. Les communes se parlent. Combien d'enfants tu m'emmènes? Combien d'enfants vont venir? Il faut savoir que les communes, ils emmènent les enfants dans des bus avec des animateurs. Donc c'est un vrai championnat local qui est en train de se mettre en place et typiquement mahorais pour le coup. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce vendredi 20 avril. Le SNUPP-FSU a été le premier à réagir suite aux annonces faites par le Premier ministre à l'issue de la réunion point d'étape avec la délégation d'élus de Mayotte. Selon le syndicat, après plusieurs années de revendications et de grève, le Premier ministre vient de répondre favorablement à ses principales revendications. Le SNUPP-FSU tient ainsi à remercier les barragistes pour leur aide précieuse et déterminante. Cependant, le syndicat ajoute, je cite, qu'il reste dans l'attente de précisions sur les moyens qui seront alloués au nouveau rectorat de Mayotte, sur les échéances et le volume de construction de nouvelles salles de classe. De plus, le syndicat constate que le gouvernement n'a pas encore répondu aux autres revendications. Le SNUPP-FSU Mayotte doit reconnaître quelques avancées, mais estime que le compte n'y est toujours pas. Le syndicat conclut son propos en affirmant que son exclusion de l'intersyndicale et de la grève n'est pas favorable à une reprise de la lutte de façon unitaire. De son côté, le SNES-FSU Mayotte a également réagi et remercié les militants de terrain mobilisés dans l'action pendant ces 2 mois de mouvement social. Le syndicat approuve la création d'un rectorat de plein exercice, sous réserve qu'il ait les moyens de fonctionner sur un modèle de rectorat métropolitain. Il ajoute néanmoins, je cite, « Cependant, nous constatons qu'aucune décision n'est prise pour relever le taux d'indexation, augmenter les indemnités et accélérer les carrières, afin d'attirer ou de stabiliser les agents titulaires, alors que l'année prochaine, le second degré connaîtra un record historique de 50% de postes pourvus par des contractuels. Le gouvernement n'annonce pas non plus le moindre plan de titularisation pour les contractuels. C'est bien la volonté du gouvernement de développer la contractualisation pour dynamiter le statut des fonctionnaires. Le SNES-FSU Mayotte continuera de combattre cette politique néfaste. Et quelques semaines avant que ne débute la grève générale, un mouvement avait secoué le centre hospitalier de Mayotte. Le ton était monté entre grévistes et non-grévistes, et le 8 novembre, alors que des syndicalistes démantelaient une tente installée dans la cour de l'hôpital pour pallier la crise, l'une des cadres avait lourdement chuté au sol après avoir tenté de s'interposer, une chute qui avait donné lieu à un dépôt de plainte contre le secrétaire général de la CGTMA au CHM, Abdou Maoulida. Selon l'ancienne coordinatrice des soins et plusieurs témoins, le syndicaliste a causé cette chute qui a occasionné un traumatisme crânien et 13 jours d'ITT à Dominique Toul. Depuis, la justice est saisie de l'affaire et Abdou Maoulida est convoqué au tribunal ce mardi 24 avril. Pour soutenir leurs camarades, les syndicats ont déposé un préavis de grève d'1 journée. Ils donnent ainsi rendez-vous aux agents dès 6h30 devant les portes du centre hospitalier. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infoquasi.fr. Bonne soirée à tous et à lundi avec toute l'équipe de la matinale.